sky, Muslims unite to worship Allah. It's a time of brotherhood, a time of peace. Muslims are singing praises to Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de Un été sur la cinquième chaîne de votre télévision nationale, Qanat al-Qur'an al-Karim. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous être fidèles. Nous sommes très heureux de vous revoir. Et ne vous inquiétez pas, on essaye autant que cela se peut de prendre toutes les mesures nécessaires, les mesures barrières en ces temps de pandémie. Et sans trop tarder, on va commencer par... je vais commencer d'abord par vous annoncer quelques rubriques de cette matinée. Au sommaire, donc, il y aura avec nous Kamesh Ket pour nous parler de l'amour d'Allah. On aura aussi un maître céramiste d'art, Karim Haddaoui. On aura également un apiculteur, on parlera d'apiculture dans le dossier du jour. On parlera de jardinage et de l'engouement des Algériens durant cette période de pandémie avec Mehdi Aknoun. On discutera avec Dr Moussa Gouader de quelques bobos de l'été, notamment ceux qui touchent les enfants en bas âge, surtout en ces périodes de chaleur. On parlera aussi des différentes façons d'augmenter notre immunité à travers ce que nous mangeons avec Dr Amina Bourada. Mais tout de suite, avant de commencer, quelques adkar. Restez avec nous. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous rester fidèles et je dis bonjour à Kamesh Ket. Il vous plaît le décor? Oui. Il est magnifique. Hein? Oui. Un grand merci à Tawrit, Majid Tawrit et toute son équipe qui ont fait des efforts magnifiques parce qu'il faut savoir que c'était un jardin un petit peu délaissé. Et ils ont fait un travail magnifique, beaucoup de récup aussi pour nous créer cet espace vraiment très beau. Surtout pour ceux qui connaissent ce qu'était cet petit espace. Jardin. Oui, oui. Et on va revenir à vous tout de suite après, même si c'est inversé. Kamesh Ket, aujourd'hui on va parler de l'amour d'Allah. Oui. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran au verset 31, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Alors, il y a des règles dans l'amour. C'est-à-dire que déjà d'entrée de jeu, et quand on entend le verset, on comprend très bien qu'il n'y a pas lieu de parler d'amour, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de ceux qui nous entourent, si cet amour ne se traduit pas par un ensemble de faits ou par un comportement qui dénote qu'il y a amour. Et l'amour de Dieu, normalement, devrait se dévoiler ou se concrétiser justement par un comportement en parfaite adéquation avec ce qui a été légué ou enseigné par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. C'est une condition sine qua non, en fait. Mais quand on parle déjà d'amour de Dieu,
il me vient comme ça en mémoire c'est le Rabi al-Adawiya avec un seau d'eau marchant avec un seau d'eau, on lui demande où est-ce que tu vas ainsi. Elle dit, je vais éteindre le feu de Dieu pour que les gens n'aient pas à adorer Dieu par crainte d'aller en enfer. Parce que elle, dont on disait c'est-à-dire qu'elle était elle avait atteint le paroxysme en termes d'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc elle voulait exhorter les gens à son propre comportement qui consiste à aller vers Dieu beaucoup plus par amour pour Dieu que pour autre chose. Par peur. Généralement, vous savez, Mais Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle par exemple de Zacharia, il nous priait par amour et par peur. Oui. Pas par amour, c'est tama'an. Oui, on alterne une sorte. Il y a la crainte et l'espérance. On espère la clémence de Dieu et on craint aussi son châtiment. Normalement, vous savez, ce que nous avons connu tous en tant que musulmans dans notre cheminement, c'est qu'à un moment donné, il s'impose à l'esprit d'aller vers Dieu, parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Je parle de ceux qui réfléchissent. Vous comprenez ? Il n'y a pas très longtemps, vous avez dû recevoir, parce que nous sommes dans un même groupe avec M. Msen Bichafé, dans Sciences et Coran. Oui. Et je crois que vous avez dû voir comme moi cette vidéo d'un colonel de la police britannique qui est devenu musulman suite à l'époque, il y avait l'affaire de Salman Rushdie. Donc il y a des gens qui se mettent comme ça en quête, non pas de la vérité. Le monsieur, il devait connaître l'islam et les musulmans parce qu'il devait traiter d'un certain nombre de problèmes liés justement à l'affaire de Salman Rushdie en Angleterre à l'époque. Et au bout de 3 ans, il devient musulman. Pourquoi ? Parce que lui, déjà, il avait une formation de scientifique, tout colonel qu'il était. Et donc, à son esprit s'est imposé justement le fait d'admettre qu'il y a un Dieu et de se soumettre à ce Dieu. C'est l'esprit qui le veut. Quand je dis, c'est la raison. C'est la raison. Oui. Non, mais pour un esprit critique, nous parlons d'un esprit critique, même pas la raison. C'est-à-dire que je suis en quête. Ce que je dois accepter ou pas, je donne libre cours à un travail intellectuel. Mais c'est la plus forte des fois. C'est oui, absolument. On a cet esprit critique lorsqu'on fait avancer la raison. Donc normalement, dans notre cheminement ou dans un cheminement que je qualifierais de normal, et ça reste un point de vue, normalement nous allons vers Dieu parce que il s'impose à nous qu'il y a un Dieu. Ensuite, il y a cette prise de conscience de Dieu. Avec le temps, on va affiner la recherche. Au début, nous sommes en quête d'une entité, d'un architecte, d'une intelligence suprême. Ensuite, on comprend en quoi consiste cette intelligence suprême et on commence à avoir peur par moments. Il y a une crainte qui s'installe. C'est beaucoup plus la crainte que la peur, parce que la peur, elle vous crispe, mais la crainte, peut-être qu'elle vous propulse comme ça vers l'avant. Ce que nous avons remarqué, ou du moins ce que j'ai remarqué chez certains de mes maîtres, c'est qu'avec le temps, il y a une sorte, je ne sais pas si je pourrais parler d'amour de Dieu à fond, comme c'était le cas de Rabi al-Adawiya, qui de loin a été loué par tous les grands savants de l'islam. C'est-à-dire que, et peut-être que parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, il y a des gens qui sont anti-soufis à outrance et qui vous disent oui, voilà, on ne nous donne que ces exemples. Allez voir ce que disait Ibn Taymiyyah de Rabi al-Adawiya. Donc, je suis désolé, c'est une icône. Elle était à fond dans cet amour de Dieu. Mais ce que j'ai remarqué chez bon nombre de nos maîtres, de grands savants, il y avait au moins une sorte de complicité avec Dieu. Des gens qui allaient spontanément vers Dieu, avec beaucoup de volonté, beaucoup de plaisir, Donc est-ce que cet amour, est-ce qu'il s'acquiert avec la pratique? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de conscience que nous sommes censés atteindre qui, normalement, quand la foi est aboutie, quand elle est accomplie, nous sommes censés atteindre cet amour de Dieu. C'est-à-dire que
ça y est, je ne fais plus ma prière, je ne jeûne plus parce que j'ai envie d'aller au paradis, je le fais parce que j'aime Dieu. Vous savez, c'est quelque chose de... Ça ne veut pas dire que ceux qui le font, parce que la Oui, majorité non, d'entre nous oui, bien sûr, font la bien prière entendu, mais non, le fait de faire la clémence de Dieu est beaucoup plus importante que cet amour que nous pourrions avoir pour lui. Donc, subhanallah. mais ça serait vraiment le summum de ce Oui. que pourrait faire l'être humain. Oui. Et là, rien que de voir le cheminement des humains en ce qui concerne les relations qu'il peut y avoir entre les gens, beaucoup font beaucoup de choses pour les autres juste par amour ou par respect, on ne le fait pas parce qu'on attend quelque chose. Donc je pense que c'est un cheminement très très difficile à atteindre, mais qui n'est pas inaccessible. D'accord. Et Cela en dit. pratique, dans le verset, il est dit « fattabi'ouni », Oui, c'est-à-dire suivre le prophète sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam alayhi wa dans ses sallam. actions, dans sa façon d'être. Absolument. D'ailleurs, Aïcha disait de lui qu'il était un Coran ambulant. Ambulant, oui. Donc peut-être c'est ça aussi, enfin je dirais De l'astuce. toute manière, vous savez, le Mohammed sallallahu alayhi Alayhi wa sallam salam. peut faire office de porte ou d'ouverture de la voie carrément menant vers Dieu, qu'on le veuille Dans ou les non. jardins de l'amour, comme disait Ibn al-Qayyim. Oui, parce que il y a beaucoup de gens, et malheureusement, nous le remarquons actuellement, et il y a un hadith du messager de Dieu, alayhi salam, un hadith authentique, يوشك أن يجلس الرجل على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو النهي من نهي أو كما قال. Là je suis en train de mélanger un peu toutes les versions. فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. Il y a entre nous et vous le livre de Dieu, ce que nous avons dans le livre de Dieu, donc si c'est ce qui est licite, nous le déclarons licite, ce qui ne l'est pas. Et ça me rappelle on met une de fois, côté le hadith et tout ce qui vient. C'est vraiment la période dans laquelle nous vivons. Oui, c'est carrément, c'est tout simplement une technique. Oui. C'est de la bassesse Oui. par laquelle on essaye juste on appelle ça en langue arabe ta'til al-shara', c'est-à-dire on veut juste annuler une partie de la loi de Dieu. Ça me rappelle, je me souviens, Cheikh Gaher, à l'époque où il y a eu des discussions sur le code de la famille, et puis il arrive là où devaient se rencontrer tous ceux qui devaient participer à ce débat soi-disant sociétal, et à un moment donné, l'un des responsables lui dit Sheikhna, nakhdouch kain fil Qur'an barka, c'est-à-dire d'entrée de jeu, parce qu'on voulait annuler l'ouali. Il a dit fankihuhunna bi idni ahlihin. Voilà ce que dit Dieu. Vous voulez inverser. Voilà un verset. Donc normalement, nous ne sommes pas censés aller vers ça, mais nous avons cette tendance annoncée par le messager de Dieu vers la fin des temps qui dit de certaines personnes qui, juste pour annuler une bonne partie de l'interprétation de ce qui fait office de loi canonique, vont avoir recours à cette ruse qui dit voilà, nous avons des doutes quant à la tradition prophétique, donc nous ne ferons valoir que ce que nous trouvons dans le Coran, et là tout le monde dira de sa propre interprétation. Donc une bonne conformité à l'islam passe de manière obligatoire, sine qua non et indéniable, par une conformité à la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour ceux qui connaissent ces deux fondements, ces deux piliers de la jurisprudence musulmane, le Coran ne peut aucunement être compris s'il n'est pas accompagné par la tradition prophétique. Oui. Allah يرزقنا حبه والعمل اللي يدي للحب تاعو. Inch'Allah. Amin. Donc on fait une petite visite, une petite halte au niveau de Jam' al-Kbir, cette mosquée qui a été bâtie par le Mourabit Youssef Ben Tchfin en 1907, avec ce reportage de Khalifi Sabrina. A tout de suite. Jam' al-Kbir est une des principales mosquées d'Alger d'époque médiévale. La mosquée est bâtie en partie sur les ruines d'une ancienne basilique chrétienne et une partie des constructions repose sur une portion de l'ancien rempart romain. Avec la mosquée Sidi Rmdan, située en Haute-Kasbah,
Jama al-Kbir est le plus ancien édifice religieux d'Alger. Il a été construit en 1097 par Ali ibn Youssef ibn Tashfin al-Mouravid, fondateur de Tlemcen. C'est la première mosquée de rite malikite. La grande mosquée d'Alger, la grande mosquée de Tlemcen et la grande mosquée de Nadrouma sont les seuls monuments de la dynastie almoravide subsistant de nos jours. Jama al-Kbir occupe une superficie de 2000 m². L'édifice repose sur 72 piliers reliés par de grands arcs et couverts de 11 toits. La salle de prière, son coupole centrale, se compose de 11 nefs perpendiculaires au mur de la Qibla. Le mimbar est décoré de colonnes et de céramique. Le minaret, de forme quadrangulaire et d'une hauteur de 15 mètres, est orné en son sommet de 24 merlans qui lui confèrent son aspect hispano-mauresque. Il a été élevé en 1324 par le fondateur de Tlemcen, Abou Tashfin. Les faïences bleues et blancs qui le décorent ont été posées vers 1870. Il est surmonté d'une rampe qui traverse 3 boules de cuivre de grosseur décroissante. La galerie extérieure n'est pas d'origine. Elle a été ajoutée en 1836. Ces colonnes de marbre à chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Es-Seïda qui s'élevait à la place des Martyrs et que l'on a jetée à bas en 1830. Plus récemment, on a recouvert les tuiles rouges de son toit de rouleaux d'étanchéité. Elle est construite en pierre, briques, tuiles sur une charpente de bois. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois. L'édifice dispose de 5 portes donnant chacune accès à une partie de la mosquée. L'ancien minbar aux 45 panneaux de cèdre sculpté et datant de 1097 est exposé dans la section des arts islamiques du musée des Antiquités. Fortement remaniée au cours des siècles, la mosquée a perdu son aspect d'origine, mais a gardé une certaine sobriété architecturale. Jama al-Kbir a été classé monument historique en 1887. Faisant partie de la Casbah d'Alger, la mosquée est classée avec cet ensemble au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1992 et figure sur la liste du patrimoine national algérien depuis 1967. Une mosquée à ne pas confondre avec Jama' al-Jdid qui a été bâtie vers 1660 par le Dey Mustafa Pacha. Et nous recevons sur ce plateau Karim Heddaoui, céramiste d'art. Salam alaikum. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts, ex-président de la Chambre de l'artisanat d'Alger. Vous avez eu plusieurs premiers prix, dont celui du concours national des appliques en 1990, celui du Salon national du meilleur produit décoratif en 2013, et puis un Alpha d'or aussi au Sévillé de Valence en Espagne en 2000. Tout ce que vous voyez là, c'est l'art, vous êtes en train de voir l'art de Karim Heddaoui. On va en parler tout de suite après coup de main. Karim
Abdaoui, vraiment merci de nous avoir agrémentés avec toutes ces belles œuvres. C'est vraiment magnifique. C'est moi qui suis honoré Allah d'être parmi يسلمك. vous. Allah يسلمك. Je voudrais vous poser une première question très Allez, très je simple. vous en prie. D'où vous vient cette passion? Vous savez, cette passion vient. Bon, il y a des prédispositions déjà au départ. Quand on est jeune, ça veut dire que on aime dessiner ou pas. Oui. Donc ça, c'est une première prédisposition. Ensuite, bon, moi je me suis orienté vers. Je suis diplômé des Beaux-Arts, donc c'est un peu ma spécialité. Oui, Donc c'est mon métier. Je dois le faire. oui. Et si je l'ai choisi, C'est bien que qu'il y ce a soit une passion et en il y a même temps un quelque métier. chose qui nous lie. Donc ceci dit, mon cheminement commence déjà à l'époque. Mon diplôme, je l'ai eu en 80 déjà, ça fait un bail. Oui. Ensuite, au fil des années, je me suis dit, je vais m'organiser, je vais me confectionner un palmarès. Alors pour faire son palmarès, il faut d'abord participer aux différents salons, différentes expositions et surtout aux différents concours. Oui, Ce que j'ai fait, donc j'ai participé au grand concours, au Grand Prix national des arts appliqués qui s'est déroulé déjà en 90. Donc j'ai décroché le premier prix, ça a été pour moi quelque chose de... j'imagine. Ça a boosté. Ensuite, j'ai eu la chance d'être attributaire aussi du premier prix au Salon national de la céramique qui s'est déroulé au Palais de la Culture en 98. Ensuite, j'ai eu le prix du meilleur produit décoratif, toujours au Salon national, mais pas au Palais de la Culture. L'organisateur n'était pas le même. En 98, c'était le ministère de la Culture qui organisait le salon. En 2013, c'était la Chambre nationale qui avait organisé à Médéa le Salon national. Donc, j'ai eu ensuite, en commun, j'ai eu l'Alpha d'Or. Oui. L'Alpha d'Or, c'est la distinction suprême de la foire, de la céramique et du verre qui se déroule annuellement Espagne. à Valence, en Espagne. Oui. Voilà. Et ce type de, si je peux dire, de Oui, céramique d'art, c'est algérien, c'est arabo-mauresque, c'est... Vous savez, ce type de céramique, on dirait plutôt ce style, ce style, oui. appartient à l'art musulman. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des éléments de décoration, des détails qui sont communs à tous les pays musulmans qui exercent la céramique. Mais chaque pays a ses spécificités dans la composition. Ça veut dire qu'on peut retrouver certains détails qui se ressemblent, mais jamais le même résultat. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui dans notre céramique algérienne, et je ne parle pas uniquement de ma céramique, hein, Oui. il y a aussi celle de mes confrères, Oui. c'est qu'on a une spécificité. Oui. Et c'est ce qui nous fait ressortir un peu du lot par rapport au fait que quand on voit une céramique, on dit elle vient d'Algérie. Elle ne peut pas venir du Maroc, elle ne peut pas venir de Tunisie, elle ne peut pas venir de Turquie, elle peut pas venir elle est algérienne. Donc c'est déjà quelque Elle est chose plus raffinée, d'important. qu'est-ce qui la C'est pas une différencie? question bien sûr qu'elle est raffinée, d'abord. C'est Elle dommage est que je sois algérien raffinée. pour Oui. en parler. Non, mais Allah يبارك, vraiment, Oui. c'est... Il y a de la finesse, il y a beaucoup de finesse, c'est la même dans les couleurs, comment elles sont c'est la jointes. spécificité de la céramique algérienne. Mhm. Je vous dis, il y a des points communs. Et il n'y a pas que des points communs avec l'art musulman, il y a des points communs aussi avec la Méditerranée. Ça veut dire que les couleurs utilisées ici, la composante, celle qui est la plus importante, c'est l'oxyde de cobalt et l'oxyde de cuivre. Ensuite, il y a les orangés et tout ça. L'oxyde de cobalt et l'oxyde de cuivre, c'est des couleurs utilisées dans tous les pays de la Méditerranée, que ce soit au Portugal, en Grèce, en France, en Espagne, en Italie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des points communs. Mais c'est la spécificité. Quand on dit céramique, céramique c'est quoi? C'est l'art de la terre et du feu. Oui. Vous partez à partir d'une boule d'argile, vous la confectionnez, vous lui donnez une forme, ensuite vous la faites cuire. Une fois qu'elle durcit, elle devient biscuit, vous appliquez une décoration. Et la différence, où est-ce qu'elle est par rapport à un céramiste d'une autre nationalité? C'est la décoration. Ça veut dire qu'on utilise la même terre, on utilise les mêmes températures de cuisson, on utilise les mêmes émaux aussi. Et la différence, c'est le résultat. Ça veut dire que vous avez des ingrédients, vous avez des oxydes, vous avez des émaux, vous avez des argiles, des produits chimiques et tout ça. À vous de faire un objet en céramique, ça veut dire qui doit être cuit à très haute température.
Et à l'issue de cette réalisation, il y a un usage pour cet objet. Donc l'usage est multiple. Et ce qui fait que la céramique n'est pas uniquement décorative, elle est polyvalente. Oui. On peut la retrouver dans l'architecture, on peut la retrouver dans... De plus en plus ces derniers temps, il y a un retour justement de la céramique d'art dans l'architecture. Et je vais vous dire, elle est utilisée même dans certains produits pour confectionner les fusées qui partent dans l'espace. Donc ça c'est... La céramique. La céramique, oui, la céramique. Pour sa résistance. Vous savez, ça c'est un autre volet. Oui. Moi, quand je ne suis pas spécialiste de quelque chose, je n'en parle pas. Mais j'ai l'information par rapport à... Il y a des produits, il y a des modules ou des composantes en céramique. Oui, De toute manière, même dans l'électricité, ça a toujours existé. C'est un isolant. C'est un isolant. Donc, la céramique est polyvalente. En ce qui nous concerne, ça veut dire en tant qu'artisan, artiste céramiste, c'est surtout le bâtiment, la décoration d'intérieur, surtout. Ensuite, bien sûr, il y a les sépultures, il y a les stèles, enfin, il y a les... Et en question de moyens, les outils de base, les produits de base, c'est facile de les avoir pour un artisan algérien. L'outil le plus important, c'est le four. D'accord. Ça veut dire, si vous... Et un four spécifique, parce que... J'imagine, si on doit monter à des températures importantes... au-delà de 1000 degrés. Oui, bon. Donc, le principal outil du céramiste, c'est son four. Dès qu'il a son four, le reste, bien sûr, il le fait en fonction de ses possibilités. S'il a la possibilité d'acquérir du grès, ça veut dire une argile qui cuit à température élevée, ça veut dire au-delà de 1250 degrés, tant mieux pour lui. S'il arrive à avoir de l'argile pour faire de la porcelaine à 1380 degrés, à 1280 degrés, c'est tant mieux pour lui. Maintenant, s'il n'a pas tout ça, s'il a du kaolin blanc pour faire des pâtes de faïence et tout ça à 800 et 1000 degrés, c'est bien. Maintenant, s'il n'y a pas tout ça, on peut prendre de l'argile, de la terre glaise, ce qu'on appelle de la marne. C'est-à-dire comme le faisaient nos mères, nos grands-mères en Kabylie, et ils faisaient des poteries avec. Donc, d'abord la céramique, c'est une spécialité, c'est un domaine qui existe depuis que l'homme existe. Ça veut dire les premiers ustensiles, ils ont été faits en céramique, puis avec un feu de bois et tout ça. Donc c'est pour vous dire que la céramique ne date pas d'aujourd'hui, et on peut exercer la céramique en fonction de ses possibilités et de ses moyens. D'accord. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'engouement chez les plus jeunes? Oui. Parce qu'il faut transmettre tout cela. Oui, mais vous avez aussi la lourde responsabilité, je pense, de transmettre. Oui, je pense que vous devez le ressentir. J'ai commencé ma carrière en étant professeur de dessin dans un lycée. Donc c'est déjà c'est un début. Une contribution à la formation. Ensuite, dans mon atelier, en tripartite, bien sûr, avec le centre de formation professionnelle et l'APC, j'ai formé beaucoup de jeunes. Et le fait d'avoir formé ces jeunes a fait en sorte, à l'issue de tout ça, des ateliers qui ont ouvert à partir de ces apprentis qui sont devenus patrons. Très bien. Eh bien, est-ce qu'il y a des messages, je vais être peut-être un peu... Est-ce qu'il y a des messages à travers tous ces dessins qui sont exprimés dans ces céramiques ou dans ces tableaux? Alors, le message, c'est la finesse. C'est l'esthétique et c'est créer des pulsions. Vous savez que quand vous allez voir un film, et puis dans ce film il y a une histoire, à un certain moment il y a de l'émotion. Il y a du feeling, oui. Donc vous payez votre ticket, vous faites la chaîne pour rentrer au cinéma pour avoir cette émotion. Oui. Pour ces œuvres, c'est la même chose. Absolument. Vous voyez, quand tout est noir et tout ça, chez vous, je ne sais pas, ça ne va pas être... Quand c'est fade. Quand vous avez une belle pièce et tout ça, vous la regardez, vous avez une impression de situation agréable qui fait en sorte à ce que elle est importante. Oui, c'est vrai. C'est un peu la nourriture de l'esprit, comme on dit. D'accord. Karim Heddaoui, juste avant de terminer avec vous, où est-ce qu'on peut trouver vos œuvres?
Bah, moi, je suis à deux endroits en ce moment, bientôt, Inch'Allah, un troisième Inch'Allah. espace d'exposition. Je suis à Otelemi, qui est un carrefour des espaces de culture avec Oui. Les galeries, Oui, oui, oui. les beaux-arts, les musées, tout ça. Donc, je suis sur le Pindar sur rue Otelemi. Et Très je bien. suis aussi à Riyad el-Fat. Allah Et à يبارك. Riyad el-Fat, j'y suis depuis l'ouverture. Très Donc, longtemps. Oui. et bientôt, Inch'Allah, à Ouled Feit. Inch'Allah ya Rabbi. Merci d'avoir accepté notre Ah bah, c'est invitation. moi qui suis Et honoré d'être parmi vous. tout de suite, on passe à la rubrique des 101 témoignages sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et on retrouve le docteur Messoud Boujnoun en bord de mer qui va nous parler du témoignage de Victor Hugo sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, docteur Boujnoun. Nous allons parler du témoignage sur le prophète d'un des géants de la littérature française universelle, l'auteur du célèbre Les Misérables. Il s'agit bien sûr du grand romancier Victor Hugo. Celui-ci a fait un témoignage sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam des plus admirables dans son livre La légende des siècles, publié en 1895. Donc ce livre se compose de plusieurs vers de poésie. Je vais essayer de citer certains d'entre eux. Donc Victor Hugo dit dans son livre L'an 9 de l'Hégire, comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne un reproche. Il marchait en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge de l'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent. L'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge laissait l'un affirmer, l'autre rire et nier, écouter en silence et parler le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. Victor Hugo termine son témoignage sur le prophète en parlant des derniers instants de sa mort, en disant « Et l'ange de la mort vers le soir à la porte, apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un frisson sur ses tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre et Mahomet mourut, rendant son âme. Donc ce témoignage de Victor Hugo, et c'était dans son livre La légende des siècles, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant des choses vraiment admirables à son sujet. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, les semaines prochaines de citer un témoignage d'un autre savant, un autre penseur, un autre philosophe ou un homme d'État, ceux qui ont écrit qui ont fait des témoignages impartiaux et surtout admirables sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, docteur Boujnoun. Merci pour ces informations et nous a rejoint maintenant docteur Moussa Gouader. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Merci Ça fait beaucoup. très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Le plaisir est partagé, surtout avec Mélina et notre ami Kamal. Alhamdulillah.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam, marhaba bik. On revient tout de suite à Dr Gouader après l'annonce de la rubrique 2 ans complets. Docteur Gouader, avec ces chaleurs, il y a un risque pour les enfants, c'est celui de la déshydratation. Oui. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de déshydratation chez l'enfant? Pour commencer, on parle de la cause principale de la déshydratation chez l'enfant, c'est les diarrhées et les vomissements. Donc, on fait un topo concernant la diarrhée pour comprendre un petit peu le phénomène qui se passe et aboutir aux conséquences justement de cette diarrhée, qui est le danger imminent, surtout en période de chaleur, qui est la déshydratation de l'enfant. Quand on parle de diarrhée, on fait un petit rappel de l'appareil digestif de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant et le nourrisson, le petit enfant et le nourrisson font des selles quand même assez fréquentes par rapport à l'adulte. Oui, surtout les nourrissons. Tous les? Surtout les nourrissons. Oui. Surtout les nourrissons. Il y a des nourrissons qui font une selle après chaque tétée, et ça c'est tout à fait normal. Il y a une différence entre les selles du nourrisson et les selles du nourrisson nourri au sein et celui qui est nourri au biberon. Les selles du nourrisson nourri au sein sont beaucoup plus liquides et sont d'une couleur jaune or. Les selles de l'enfant qui est nourri au biberon sont des selles beaucoup plus pâteuses et beaucoup plus molles un petit peu et d'une couleur un peu brunâtre. Quand on parle de diarrhée, c'est la définition, on dit ce sont des selles qui sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus liquides que d'habitude. Ces selles peuvent être isolées comme elles peuvent être accompagnées d'autres signes, comme la fièvre, tels que d'abord les douleurs, le ballonnement, les vomissements. Je vais un petit peu par ordre décroissant de fréquence. Les ballonnements, les douleurs, les ballonnements, les vomissements et la fièvre par la suite. Il faut aussi faire la différence entre ce qu'on appelle les vraies diarrhées et les fausses diarrhées. Les vraies diarrhées, je vais revenir dans un instant. Les fausses diarrhées sont les diarrhées qui sont dues à la poussée dentaire, qui sont dues ça, c'est automatique. À une infection ORL, telle qu'une une otite, une pharyngite, ou là, une infection bronchique, c'est-à-dire une bronchite, peut donner une diarrhée. D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui consultent pour diarrhée alors que le pédiatre examine les oreilles parce que l'otite est une source fréquente de diarrhée. Ça, c'est ce qu'on appelle les fausses diarrhées. Les autres diarrhées qui sont pathologiques, c'est les diarrhées qui sont dues soit à une mauvaise préparation des biberons, soit à... C'est-à-dire pas assez stérilisé? Non, quand il est mal préparé. Deuxièmement, quand il n'est pas stérilisé, quand il y a de la saleté. Et troisièmement, quand il y a une infection, soit bactérienne, soit virale. Et généralement, chez le nourrisson et le petit enfant, les diarrhées sont d'origine virale et le virus incriminé s'appelle le rotavirus. Même lors de la tétée, il faut laver donc les parties avant de faire la tétée, il faut s'essuyer, il faut laver parce qu'il y a le risque aussi, non? Non, il y a de contaminer un nourrisson. Il y a des habitudes que doivent prendre les mamans. C'est, par exemple, avant de donner le sein, il faut laver le téton, ou l'essuyer au moins. Avant de donner le biberon, la préparation du biberon doit être faite d'une manière assez stérile. L'eau doit être bouillie. Les biberons doivent être bouillis aussi avant de les donner. Les tétines aussi. Et là, c'est pour éviter justement une contamination qui entraînerait une diarrhée chez l'enfant ou là chez le nourrisson. D'accord. Mais comment on peut savoir? Parce qu'un enfant, à la limite, il parle.
Mais un nourrisson, il crie beaucoup. Comment on peut savoir? Bon, déjà, il y a des nourrissons qui crient pour tout le temps, et surtout ceux qui ont l'habitude d'être soulevés. D'abord, il y a l'aspect des selles et la fréquence des selles qui nous orientent. Bon, les selles, généralement, quand c'est une diarrhée, c'est des selles malodorantes. Oui. Et elles sont fréquentes et liquides. D'accord. Parfois, les selles sont acides. Elles entraînent même une irritation au niveau du siège de l'enfant. Oui. Ça, c'est des conséquences justement de la diarrhée, des conséquences. L'enfant pleure parce qu'il a des douleurs. On voit le ventre ballonné de l'enfant. Oui. On voit l'enfant qui fait des efforts. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son ventre et pas ailleurs. Très bien. Donc, ensuite, l'aspect des selles et leur fréquence nous orientent vers une diarrhée. Et on a parlé des causes. Il y a les fausses diarrhées, il y a les vraies diarrhées. Oui. Les vraies diarrhées, généralement, qui sont virales ou bactériennes, s'accompagnent de diarrhée, s'accompagnent de fièvre et parfois de glaires dans les selles. Il y a des glaires et parfois même des petits filets de sang. Alors, et le traitement? Le traitement, c'est le traitement de la cause. Le traitement, c'est le traitement de la cause. D'abord, quelques conseils. Le sucre appelle l'eau dans l'intestin. Donc toutes les boissons sucrées sont à éviter. Les jus, le jus il irrite de deux manières. Premièrement parce qu'il est sucré, il ramène de l'eau dans l'intestin, donc il favorise la diarrhée. Le jus est généralement un peu acide, donc il irrite l'intestin et il donne aussi de la diarrhée. Il faut donner beaucoup d'eau à l'enfant. Il y a des enfants qui ne supportent pas la prise de l'eau. Il faut être un petit peu malin avec eux. On donne des tisanes, c'est du liquide. L'essentiel, ce n'est pas l'eau, c'est le liquide. C'est remplacer les liquides. Parce que l'enfant perd du liquide. Par la diarrhée, il perd du liquide encore plus par les vomissements. Donc, remplacer les liquides, pas spécialement de l'eau. Donne de l'eau, s'il prend de l'eau, c'est pas mieux. Les sels de réhydratation? Il n'y a pas mieux. Il y a, d'abord, je parle des choses naturelles. Bon, les tisanes, les bouillons, on lui donne, s'il faut lui donner des jus, mais très dilués, avec beaucoup d'eau, pour qu'il n'y ait pas justement la teneur en sucre et pour qu'il n'y ait pas la teneur en acidité. Et puis, il y a ce qu'on appelle les sels de réhydratation qui sont en vente en pharmacie. Ça permet de réhydrater. C'est quoi les sels de réhydratation? C'est de l'eau avec du sel et du sucre. Très bien. Au pire des cas, quand on les trouve on pas, met un peu d'eau avec un peu de sel, un peu de sucre. Mais le dosage, le sel et le sucre? Une petite quantité. Une petite quantité infime dans Mais les sels de réhydratation sont disponibles dans toutes les pharmacies. Parfois, il y a des ruptures. Ils ne sont pas chers et ça donne d'excellents résultats. En ce qui concerne il ne faut pas donner les sels de réhydratation lorsqu'il n'y a pas de diarrhée, non? C'est pas Pardon? Parfois, lorsqu'on soupçonne une diarrhée, on donne directement les sels de réhydratation. Ça ne pose pas de problème ou non? Ça ne pose aucun problème. Maintenant, si la diarrhée persiste, s'il y a apparition de fièvre, s'il y a apparition de glaires importantes, s'il y a apparition de filets de sang dans les selles, là, la consultation chez le pédiatre ou chez le médecin est indispensable. D'accord. Docteur, parfois quand on donne à un enfant ou un nourrisson ces sels de réhydratation, les tisanes ou autre chose, il les vomit. Comment on fait là? Justement, il n'y a pas des astuces pour lui donner, je ne sais pas, au compte-gouttes? C'est pour ça que d'abord, quand on donne le traitement, on favorise le traitement, par exemple, pour les antipyrétiques, etc., c'est-à-dire contre la fièvre et tout, où là, on favorise les traitements de la forme supou. Parce que généralement, il ne la vomit pas. Mais même quand il y a une diarrhée, c'est un peu difficile parce qu'il va la rejeter, que ce soit par les vomissements ou bien par la diarrhée. Il faut être persévérant. Il vomit, il vomit, je lui en redonne encore et c'est comme ça. D'accord. Merci docteur. Notre collègue Assia Armes qui a préparé cette émission nous a ramené quelques petites activités pour les enfants. Surtout que maintenant ils sont les pauvres, ils sont confinés, ils n'ont pas où partir. Donc elle nous a proposé quelques jouets. Je ne sais pas, vous pouvez donner votre avis, hein, Kamel?
Oui. Bon, après pour les prix, chacun C'est-à-dire- selon ses moyens. C'est pas toujours évident. Donc là, c'est un laboratoire d'astronomie L'astronomie. qu'on trouve partout dans les magasins. Oui. Oui. C'est bon, ça c'est pour, pour quel âge? c'est pour les enfants de 8 ans et 8 plus. ans et plus. Moi, je pense que le plus important, Oui. c'est premièrement d'occuper l'enfant, Oui. de lui donner quelque chose à faire qui l'occupe. Mm. Quand il est occupé, deuxièmement, il s'ennuie moins, Oui. il dérange moins, mais on profite justement pour lui C'est donner qu'il des lui jouets. dérange moins. Oui, Il sait que on les profite enfants pour lui donner des dérangent jouets. pas. Oui, on lui donne des jouets éducatifs Oui. et qui font appel un petit peu à son intelligence pour Oui. essayer de développer son esprit d'observation, son esprit d'intelligence, etc. Comme par exemple les puzzles. Hein? Enfin, je ne Par sais pas exemple, s'ils vont, oui. si les enfants aiment et ont la patience de rester longtemps avec un puzzle à 500 pièces. Oui. La Ça majorité, m'étonnerait. non, généralement, ça intéresse la majorité des enfants. Ah oui, Oui. Un même à 500 puzzle, pièces. oui. Ils Bien doivent sûr, être c'est un défi. très très gentils vos enfants. Oui. Non, c'est... Sinon, les Lego, Ça, Les c'est Lego aussi, encore- c'est pas mal. Ça, c'est généralement ce qui intéresse le plus. oui. Et puis là, Bien. même, vous savez, à l'heure actuelle, en Europe, même aux États-Unis, enfin, dans des pays qui accordent de l'importance aux jouets, vous trouverez dans les enseignes les plus connues c'est carrément des bâtonnets comme ça que les enfants... Alors, une seule forme, c'est des bâtonnets comme ça. C'est une grosse quantité et à l'enfant de faire De un créer, édifice, sa de créer, de faire sa propre donner, ça donne création, libre cours à Oui. l'imagination et ça fait beaucoup de bonnes choses. Alors les Justement. Lego, il y en a même pour les adultes. Hein. Oui. Il y en a franchement qui sont très très intéressants. C'est carrément, on Non, mais construit... super élaboré. Ah oui, oui. très Justement, très élaboré. l'essentiel, c'est de développer son esprit créatif Oui, et son esprit d'observation. oui, Ça, c'est très important pour l'enfant. oui. Quand un enfant est observateur, il devient parfois par la force des choses créateur. oui. Et ça, je pense que c'est le meilleur stimulus pour son intelligence et pour développer un petit peu son esprit. Kamel, vous avez déjà joué au Lego Mécano. Oui. Vous vous souvenez des Lego Mécano? On ne les Je- trouve pas beaucoup maintenant. Non, mais je n'ai pas à m'en souvenir. Le dernier en date, je l'ai fait avec le petit il y a Ah, quelques c'est bien. mois. Bon, ça le dépasse un peu en âge, mais ce que j'ai remarqué, c'est que il y a différents. Alors, il n'y a pas que les Lego, il y a maintenant d'autres marques qui sont. Parce que Lego, c'est une marque. Oui. Ce qui est bien, c'est Bon, après que c'est tombé ça lui, pratiquement dans le- oui. ça lui apprend à travailler avec méthode. Il prend la fiche, il va prendre le nombre de pièces nécessaires pour faire un module, parce que c'est compartimenté. Ensuite, on a remarqué qu'il avait appris à jouer justement avec méthode, Oui. ce qui est très très intéressant. Ça reste, les Lego, normalement, ça reste, j'utilise le mot Lego dans son sens le plus, Dans son sens Large, c'est on large. va dire, Ouais. oui, générique. Ouais. C'est de loin ce qu'il y a de plus De mieux. intéressant pour Oui. un enfant. Oui, oui, oui. Les Sauf que c'est pas mécanos, très très accessible. mécanos, c'est quand même un niveau quand même, c'est un peu du high level. Oui, il y en a pour les petits. Il y en a pour C'est- les petits aussi. Parce que justement, ceux qu'on a à la maison, il y a même des modules électriques avec, donc c'est un peu Élaboré. délicat, un peu plus élaboré que le basique. Et puis, il y a aussi Bekri, l'enfant était créatif. Oui. Non, mais L'enfant, attendez, mais il construisait ses il y jouets a- lui-même. il y a, vous savez, finalement, il faut juste les laisser faire. Oui. J'ai 2 enfants et j'ai toujours eu alhamdoulilah, la chance de leur acheter ce qu'on appelle les smart toys. Mhm. Donc des trucs très très élaborés pour développer la mémoire, l'intelligence et tout. Et j'ai remarqué chez les deux que par moments, ce qui les intéressait plus, c'était beaucoup plus les C'est les bouchons en petites- plastique Ou, des la- bouteilles, ou les boîtes en Les plastique ou la boîtes, bassine. tout simplement. C'est ça qui les Oui, intéresse. oui, Avec oui. une bassine, quelques boîtes en plastique, Et- de la ficelle, ils font des Ils trucs font- incroyables. oui, c'est Donc, ça. le plus important, je le redis, c'est développer son esprit créatif et Tout à fait. son esprit observateur Tout à fait. avec les moyens de bord. Oui. Absolument. Si vous ne pouvez pas acheter ça, il y a tellement d'autres choses qu'on peut trouver chez soi à la maison. Il faut juste donner à ses enfants et les laisser faire. C'est tout. Docteur, merci beaucoup. C'est moi, On vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi. Et tout de suite, on va aller à Djidjel.
Djidjel qui compte plus de 40 zones humides. Et on va parler de la biodiversité de cette magnifique wilaya avec notre collègue de Canal Algérie, Abdelaziz Rahim. Restez avec nous. La côte djidjelienne. Au fond, la corniche. Ancien marin-pêcheur, Chouaib évoque non sans amertume le déclin de la biomasse dans la zone de pêche de Djidjel qui s'étale sur plus de 80 km de côte. Tout près de l'ex-ferme Dreux se profile le biotope du banc des Kabyles, un site d'importance internationale. Une riche avifaune peuple ces îlots, le goéland cendré et le cormoran y nichent et y nidifient. D'autres oiseaux migrateurs marins marquent chaque année une halte dans ces îlots, comme le pélican. D'une riche biodiversité marine, le banc des Kabyles constitue une nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. D'importants récifs coralliens peuplent les fonds marins du banc des Kabyles. Posidonie, divers coraux et toute une gamme de micro-organismes marins indiquent la riche biodiversité existante au niveau de cette partie est de la côte djidjelienne. Chouaib insiste sur la nécessité de protéger cette zone où certains petits métiers pratiquent une pêche sauvage, mettant en péril la faune et la flore aquatique du banc des Kabyles. Le choix. Merci de rester avec nous. Donc on reçoit Cherif Driss. Salam alaikum Cherif. Cherif, je sais que vous n'allez pas aimer et apprécier ça. Cherif, qu'est-ce que vous avez fait pour rajeunir autant? Enfin, j'ai pas rajeuni, c'est une hygiène de vie, tout simplement. Bien manger, l'activité sportive. Donc, c'est ça le secret. Donc, Parce que tous ceux qui suivent la chaîne coranique vont voir la différence, puisque l'émission Réflexion est rediffusée. Donc là, ils voient Cherif Driss le avant et le après. C'est comme pour ce jardin. Non, enfin, c'est comme je l'ai dit, il faut manger sainement, il faut maintenir l'activité physique, c'est très important. Et aussi, même une hygiène mentale et morale, c'est très important. C'est l'un des ingrédients les plus importants de se maintenir en bonne santé. Allah yabarak, Rabbi yahfadek. Et on revient tout de suite après ce jingle. Cherif, on va parler d'un documentaire qui a été fait par un scientifique, Jim Khalili, sur la science et l'islam. Pourquoi vous avez fait ce choix? En fait, très brièvement. Très brièvement, le choix m'a paru de prime abord, s'est imposé de lui-même. Déjà, fait par un scientifique, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de travaux qui parlent de la communication scientifique, de la vulgarisation scientifique. C'était très bien fait par un professeur de physique à l'université de Souaï, qui est d'origine irakienne, d'une mère chrétienne et d'un père musulman. Et l'intérêt, c'est que ça a été très bien fait dans le sens où c'est un vrai travail de vulgarisation scientifique. Il est dans la simplification et non pas dans le simplisme.
D'autant plus que c'est un vrai travail d'investigation. Il s'est déplacé dans des pays comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, même en Iran. Donc pour mettre en évidence l'apport des savants musulmans à la science universelle, notamment les sciences de la nature, l'astronomie, la physique, la chimie, les mathématiques, d'où le choix. Donc j'ai essayé de voir un petit peu quelques documentaires, notamment ce qu'on appelle les productions médiatiques qui mettent en évidence le rôle de l'islam, son apport à la civilisation humaine. Ce reportage m'a pas, ce documentaire plutôt. On va vous laisser en parler un petit peu plus après, le visionnage de quelques extraits de ce documentaire qui est en 4 parties. Jim El-Khalili, Science and Islam, tout de suite. Alors la qualité des images, c'est parce qu'on a pris quelques extraits de la plateforme YouTube. En fait, ce documentaire est en 4 parties. Il est facilement, on peut le trouver soit en langue anglaise, soit en langue française sur YouTube. Et comme on le voit, il évoque toutes les réussites, je dirais, qu'a vécu la civilisation musulmane. Tout à fait. L'intérêt justement de ce documentaire, c'est de mettre en évidence l'apport des musulmans à la civilisation humaine, notamment pour ce qui est des sciences. Et ce que le professeur Jim El-Khalili a essayé de mettre en évidence, c'est qu'en fait, premier élément, l'un des éléments phares de ce travail. En premier lieu, c'est que les penseurs, les savants musulmans, ils sont partis du principe que la science, elle est cumulative. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail d'interprétation, de traduction des savoirs anciens accumulés par les Grecs, par les Indiens, ce qu'a fait justement Al-Khawarizmi, ce qu'a fait Ibn al-Haytham, ce qu'a fait Al-Batani, qu'on le surnomme le prince des astronomes, et dont Galilée et Copernic s'en sont beaucoup inspirés dans leurs travaux. Donc un travail de traduction, un travail d'accumulation des connaissances, et aussi un travail qui est fondamental par la suite, c'est un travail de médiateur et de passeur, à travers le savoir qu'ils ont produit. Autre élément fondamental qui explique dans ce documentaire, et beaucoup de penseurs, beaucoup de ceux qui se sont penchés sur la question de l'apport des musulmans à la science universelle, c'est la notion de doute. Le doute a toujours été un élément fondamental qui a guidé le travail, par exemple, que le Batani, Al-Tosi, Al-Khawarizmi, Al-Bayrouni, Ibn Sina, tout le monde. On appelle ça le doute méthodique. Tout à fait. Shikl Manhaji. C'est Abu Hamid al-Ghazali qui en est là. Avant que Descartes n'en parle, c'est-à-dire que les musulmans sont partis du principe que le doute, c'est-à-dire essayer de... On peut tout remettre en cause, en fait. Tout à fait, mais en fait, c'est-à-dire que le message que les savants musulmans ont fait passer, c'est que ce n'est pas un message, c'est que l'islam, le Coran n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a le texte coranique que le musulman ne doit pas s'interroger, être interpellé par la création, parce que le créateur, Dieu le miséricordieux, a créé. Donc, quand par exemple Al-Batani a essayé de travailler, de remettre en cause l'Almageste, tout ce qui est le mouvement céleste de la Terre de Ptolémée, c'est un travail de doute méthodique. La même chose pour le Khawarizmi, qui a fait essayer de faire la synthèse entre le savoir accumulé par les Grecs et les Indiens pour arriver à développer ce qu'on appelle une analyse quantitative. Actuellement, quand on parle de mathématiques, une analyse quantitative, mettre les B.A.B.A., les premières bases fondamentales de l'analyse quantitative. Donc c'est un élément fondamental qui explique la réussite. Autre élément qui est très important, à travers le travail de traduction, le travail d'accumulation, le travail de doute, le travail de médiateur, c'est ce qu'on appelle l'ouverture vers le monde. Venise, on considère Venise comme l'un des rayons de la production de savoir dans l'Europe médiévale. Avant l'Andalousie. Tout à fait, avant l'Andalousie. Venise a beaucoup profité de son apport avec les Maures, les Arabes, et le mouvement du commerce. Le mouvement du commerce a facilité le mouvement de transmission du savoir. La plupart des travaux qui ont été publiés, notamment, on dit le premier livre du Coran qui a été traduit au XVIe siècle, en 1543 ou 1520, c'est à Venise, le premier travail, avant l'apparition de l'imprimerie. Donc c'est dire qu'en fait, les musulmans, à un moment donné, à partir du 9e et 13e siècle, notamment grâce à l'impulsion faite, le travail fait par le calife Al-Mansour, Haroun al-Rachid, Al-Ma'moun, donc il y avait un travail
fondamentale. Il y avait la création d'espaces où les gens pouvaient venir parler. Tout à fait, la dynastie abbasside, c'est-à-dire oui. qu'en fait, le pouvoir politique a suivi le savant. Oui. D'ailleurs, il en parle. Suivi le savant, il a balisé le terrain pour qu'il y ait ce qu'on appelle une communauté de producteurs de savoir qui émerge et cette communauté devienne une autorité. Oui. Une autorité à laquelle on se réfère lorsqu'il s'agit de prendre les décisions les plus importantes. Quand le gouverneur d'Égypte voulait construire le premier barrage du Nil, il a fait appel à Ibn al-Haytham. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur l'optique et tout. Donc, c'est dire que les musulmans, à un moment donné, il y avait, si vous voulez, cette vision qui est très avant-gardiste par rapport au texte coranique. Il n'y avait pas cette vision dogmatique, il y avait cette vision qui est très ouverte sur le monde. Et de dire finalement que ce qui a été produit par les non-musulmans, on ne doit pas le rejeter. On fait en premier temps un travail d'interprétation, plutôt un travail de traduction, un travail d'accumulation des connaissances, un travail fait par des païens, par des gens qui ne croyaient pas en Dieu, mais ce n'est pas pour autant une raison qu'on doit Mais c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, les musulmans. Comment? Les musulmans ont fait cela, ont pris un travail qui a été fait par d'autres et ils l'ont remis en doute et ont construit et ouvert d'autres pistes. En fait, d'autres pistes de recherche et de réflexion. Comme le dit si bien Driss, ils ont développé tout cela. Par exemple, le problème à l'heure actuelle, vous avez parlé de Venise. Il n'y avait pas que Venise, il y avait aussi Padoue. Padoue est devenu grâce aux Arabes, enfin quand je dis grâce aux musulmans, parce que les Arabes, ils n'ont rien fait sans l'islam. Le commerce qui dominait en Sardaigne, à Venise, à Padoue, etc., c'était le commerce essentiellement des pâtes fraîches. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le plus vieux manuscrit au monde parlant des pâtes est un manuscrit arabe, c'est-à-dire que c'est un manuscrit qui parle des pâtes inventées par les Arabes. Oui. On parlait en grec, on dit itria, c'est un mot d'origine arabe qui signifie terid. Terid, c'était le plat préféré du messager de Dieu. Les premières usines de pâtes fraîches ont vu le jour en Sardaigne, à Venise, etc. C'était avec les Italiens. Et là-bas, comme il y avait du commerce, il y a donc des savants qui partaient. À Padoue est devenu un centre d'édition majeur, hein, oui, avec l'impulsion des musulmans, justement. Moi, ce qui me tue à l'heure actuelle, c'est que ce sont là des notions qui peuvent être remises en cause par des Européens qui veulent à tout prix, parce que l'Européen, l'eurocentrisme veut instaurer un esprit hégémonique chez l'Européen. Mais ce qui me tue, c'est de voir des Arabes ou des gens vivant dans les pays arabes, arabo-musulmans, appelez-les comme vous voulez, qui essayent à tout prix de tout remettre en cause. Oui, la science, non, les musulmans, les Arabes, ils n'ont rien fait, etc. C'est vraiment malheureux parce que l'histoire est là. C'est de la mauvaise foi, on appelle ça. Oui, mais plus que de la mauvaise foi. Il y a la mauvaise foi, mais il y a aussi cet esprit de soumission à tout ce qui vient de l'étranger. Il y a par exemple de l'Occident, oui. Il y a par exemple Sylvain Guggenheim qui, il y a quelques années, a écrit un livre, Aristote au Mont-Saint-Michel. Il a tout simplement dit, il n'a rien expliqué, il a dit que finalement les musulmans n'avaient rien appris à l'Europe concernant la civilisation grecque et romaine ou la philosophie. C'était un moine qui vivait au Mont-Saint-Michel qui a tout consigné, qui a tout diffusé en Europe. Le problème, c'est que le monsieur, il débite une énormité de cette espèce ou de ce calibre. Ça fait la une de tous les journaux. Oui, une nouvelle étude vient de démontrer ceci et cela. Le problème, c'est que c'est repris ensuite par des journaleux, par exemple algériens, et je pèse mes mots parce que c'est tout simplement des caisses de résonance dans des journaux francophones qui vous disent oui, finalement, on a démontré que les Arabes ou les musulmans n'ont rien apporté. Puis par la suite, par exemple, en ce qui concerne Sylvain Guggenheim, 15 philosophes ont répondu dans un livre qui s'intitule « Les Arabes, les Grecs et nous », des spécialistes qui parlent carrément
d'islamophobie savante. Donc vous voyez où est-ce que nous sommes. Oui. Donc, je vais vous laisser avoir le dernier mot pour cette rubrique. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers en fait, ces documentaires, même s'il faut prendre quand même quelques précautions parce qu'il y a des messages plutôt politiques qui sont lancés parfois, est-ce qu'on peut dire qu'ils nous révèlent combien l'esprit musulman, jusqu'à une certaine époque, il n'était pas enfermé dans une forme de sclérose. Il n'était pas sclérosé. Il n'était pas sclérosé. Il n'y avait aucun problème. Le fait de réfléchir et de se laisser aller à penser ne voulait pas dire qu'on remet en cause sa foi. Pourquoi associer les deux? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport dans le fait de remettre en cause certaines vérités, je dirais, scientifiques ou certains, ce qui semble être un acquis. Du tout. D'ailleurs, quand on parle de toute production scientifique, on commence par la règle de base, c'est le doute. On commence par douter. Doute méthodique. Doute méthodique. C'est-à-dire que ce que les savants musulmans ont pris comme référence, comme première règle de base, ils l'ont appliquée. Deuxième élément, c'est-à-dire que de ne pas rejeter ce qui a été produit par les autres. Et troisième élément, c'est de se poser dans la position de passeur et de médiateur. Voilà. Donc il y a eu ce mouvement de transmission de savoir dont les Européens en ont profité beaucoup. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'accumulation des connaissances par les Européens leur a permis, par la conjugaison de certains facteurs en rapport avec la période, c'est l'invasion mongole de 1258 qui a eu notamment le fait de brûler la destruction de la bibliothèque de Bagdad. Oui. La grande drame. Grenade en 1492, quand avec Ferdinand II et Isabelle, après on a commencé par brûler des manuscrits sur la place Pour donner plus de précision, c'était un prêtre qui s'appelait Jiménez, c'était à la place Villalambra. Oui. On a brûlé entre 1,5 million et 2 millions de Juste un dernier mot, c'est que c'est vrai qu'à partir du 16e, 17e, les Européens ont commencé à faire un travail de dénigrement par rapport à ce qui est apporté. Mais maintenant, ce qui nous interpelle en tant que musulmans actuellement, c'est de dire finalement si nos aînés, nos prédécesseurs ont réussi à faire cette synthèse et à vivre en harmonie avec ce que les autres produisent, pourquoi nous ne pouvons pas le faire actuellement? Il suffit juste d'avoir la volonté de se dire que c'est bien de parler du passé, mais de bien étudier ce passé, de le valoriser et de faire en sorte d'essayer de concilier entre le texte coranique et la pensée critique. Merci Cherif Delis. Il ne s'agit pas, pour qu'on soit bien précis, il ne s'agit pas de parler de rupture, pas du tout, c'est pas cela l'objectif, ni de parler de remise en cause de tout ce qui est la foi de base, les règles de base de notre religion, mais plutôt de s'ouvrir vers tout ce qui peut soulever et tirer cette nation, si je peux dire, vers le haut. Donc, tout de suite, un petit reportage de je ne sais plus qui, sur la mosquée de Sidi Ghanem, une mosquée qui est peut-être la plus ancienne en Algérie, puisqu'elle date, je pense, de 675. Voilà, à tout de suite. Au cœur de la vieille ville de Milaï, dans l'enceinte du musée à ciel ouvert, un site archéologique inestimable, se trouve la mosquée Sidi Ghanem, bâtie selon les historiens sur ce qui fut une basilique byzantine. Elle fut construite par le concurrent arabo-musulman Abou al-Muhajir Dinar en 59 de l'ère hégire, équivalent de 679 de l'ère chrétienne, sur les décombres d'une basilique chrétienne le fameux Saint-Optat d'Emilio, le prêtre ou bien l'évêque de la basilique de Milève. L'aspect architectural de la mosquée Sidi Ghanem est semblable à celui de la mosquée Amawi à Damas ainsi que celui de Qayrawan, avec les matériaux de construction utilisés à l'époque. Une des particularités de ce lieu de culte est qu'il est inhabituellement orienté vers le sud et non vers le sud-est. Cet ancien lieu de culte aux colonnes reposant sur des plinthes carrées à la toiture en tuiles rouges a défié les aléas du temps et reste un témoin probant d'une civilisation antique. L'heure est à présent à la restauration. Cette borne minière indique qu'il y avait une voie faite par les Mileviens, mais il faut payer l'argent pour utiliser cette voie de longueur de 3 km. Sous l'autorité de l'empereur kaiserien Adrien Antonin, Augustus est le pieux, le père de la patrie,
Donc, verticali rotari signifie que l'impôt sur le roulage, donc cette borne millière, elle était comme un guichet pour payer les frais de l'utilisation de cette voie mi-levienne. L'effort de l'État, il est plus que visible par les inscriptions d'opérations de restauration et de réhabilitation aussi. Donc, je disais, la mosquée Sidi Ghanem fait partie. Donc, elle a une opération inscrite d'un montant de 140 millions de dinars, dont l'étude elle est déjà attribuée. Et une fois terminée, donc, les travaux de réhabilitation et de restauration débuteront une fois toutes les conditions réunies. Cet endroit a fait l'objet des travaux d'urgence en 2012 pour surtout le confortement de l'édifice. La mosquée d'Abul Muhajir Dinar, construite à l'aube de l'islam et ceinte d'un impressionnant mur aux 14 tours de guet, est aujourd'hui un édifice phare de l'antique Milève, un patrimoine à préserver contre toutes sortes de dégradations. Merci Saïda Maïouf. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier Saïda Maïouf, notre collègue de Canal Algérie. Merci beaucoup pour ce très beau reportage. Et tout de suite, on va aller vers notre prochaine rubrique, le dossier du jour, avec un thème sur l'apiculture. À tout de suite. Et on reçoit Jamal Ali Cherif. Salam alaikum Jamal. Salam wa marhaban bikoum. مرحبا بك خويا. دونك اليوم راح نتكلموا على تربية النحل والمواد اللي تجي من تربية النحل. أنت مربي نحل. شكرا يعني اللي قبلت الضيافة تاعنا. شكرا لكم. Donc parlez-nous un peu de votre métier. المهنة تاعك هذه تاع المهنة نتاعي سي لابيكولتور. لابيكولتور هي تربية النحل اوتوماتيكمون. تربية النحل فيها لا برودكسيون دو ميال دو بروبوليس دو بولين دو جولي رويال وفيها الاحتكاك بطبيعة الحال مع النحلة. Oui, alors il faut savoir que l'apiculture est, comme toutes les spéculations animales, elle gagne à être connue comme une activité qui est quand même assez importante pour le développement de l'agriculture en Algérie. Est-ce que vous-même, vous avez remarqué qu'il y a un développement? Est-ce que تطورت هذه عبر هذه السنوات الأخيرة يعني هذا اللي نقولوا 20 ربما 25 سنة الأخيرة؟ est-ce que شفت هذا التطور نتاع هذه المهنة؟ Oui, il y a eu un développement. Sûr, il y a eu un développement parce que vu le nombre d'apiculteurs اللي رانا نشوفوا فيهم اليوم, le nombre d'apiculteurs il a augmenté par rapport au nombre d'apiculteurs اللي كنا نشوفوهم زمان, c'est sûr. الحاجة الأولى. الدوزيام remarquez les boutiques qui vendent du miel et tous ces trucs. Donc اليوم مكثروا ولاو بزاف. Donc ça se voit déjà à l'œil nu. remarquez بلي كاين un développement. Il y a une grande production. Il y a une multitude aussi de productions. Il n'y a pas une grande production. Non, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que le nombre d'apiculteurs s'est élevé. D'accord. Mais la production reste toujours la même et presque invariable. Et peut-être moins. Ah oui, pour quelle raison? Parce que remarquez, une ruche في عهد المستعمر في les années enfin 50 un petit peu lointaines, bien avant كانت في الغواط تجيب la ruche 125 kg de miel. Une ruche. D'accord. Vous parlez au début du XXe siècle, oui. 1900. Alors qu'aujourd'hui, la rucherie dit une moyenne au maximum de 8 kg. Okay. Et je parle d'une moyenne toujours, une moyenne de 8 kg. Donc une différence énorme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette variation de production? La variation, c'est la densité des apiculteurs. Les apiculteurs, maintenant, sont plus denses par rapport à ce qu'il y avait avant. À ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que maintenant la ruche, plutôt les abeilles, elles vont se disperser, c'est ça? Bien sûr, automatiquement. Si un hectare d'oranger donne une cinquantaine de kilogrammes en totalité, on va mettre une vingtaine de ruches, donc une ruche va récolter quelques 2 kg ou 3 kg par ruche. Mais si la densité de l'oranger était la plus élevée, c'est-à-dire 50 hectares à peu près d'oranger, et je vais mettre 20 ruches, donc je vais récolter quelques 50 kg par ruche. D'accord.
Donc c'est une question de densité. Donc vous êtes plutôt pour peut-être arrêter là maintenant l'augmentation des apiculteurs. Je demande encore mieux que ça. Je demande une spécialisation. C'est-à-dire une spécialisation? Une spécialisation sur l'apiculture, c'est... je suis producteur, par exemple, de gelée royale. Je ne vais pas faire un mounafasam à quelqu'un qui fait la production du miel ou quelqu'un qui fait la production de pollen. Donc si on se spécialise, il y a des gens qui vont faire du pollen, il y a des gens qui vont faire de la gelée royale, d'autres qui vont faire du miel. Donc là, on entre un petit peu dans la spécialité, dans la diversité. Il y en a même qui font du venin, le venin de l'abeille. Oui, il y a ceux qui font du venin, bien sûr. Moi, je suis plus spécialisé en gelée royale qu'en miel. Il y a des miels où là, je le fais encore en plus, mais la gelée royale, je le fais en spécialité. Alors parlez-nous, vous avez ramené tout plein de choses. Oui, j'ai ramené plein de choses. De ce que vous avez ramené. Alors ce que j'ai là, j'ai des échantillons de miel. Par exemple là, un miel d'eucalyptus. Un miel d'eucalyptus lui-même, mais sous la forme cristallisée. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que ça, c'est un miel qui s'est cristallisé. D'accord. Il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de viscosité. Et pourquoi? Parce qu'il s'est cristallisé. Et là, c'est un phénomène justement... C'est voulu ou est-ce que ça s'est fait? Non, c'est tout à fait naturel. C'est un phénomène physique qui est tout à fait naturel. Un miel, quand il cristallise, c'est automatique. Et c'est un indice que c'est un trop bon miel. Ah, d'accord. C'est au contraire de ce qu'on connaît, le miel. Parce qu'on nous dit que généralement il est mélangé avec. C'est un miel mélangé au sucre. Au sucre, oui. Quand on parle de sucre, le sucre de table, c'est quoi? C'est du saccharose. Oui. Et les autres sucres, c'est quoi? C'est du glucose, fructose, maltose, lactose, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que les gens ont une idée que le miel, c'est pas un sucre. C'est comme si c'était un nectar un petit peu, je sais pas, un produit chimique, je ne sais pas comment il est composé, mais finalement, c'est un sucre. D'accord. C'est un sucre, c'est un multisucre. C'est un sucre bénin. Composé. Mais c'est un sucre bénin. Ouais. Voilà, exactement. Du bon sucre. Et là, j'ai du pollen. D'accord. C'est un pollen de printemps, c'est un pollen de toutes fleurs. On remarque des pelotes de pollen de toutes couleurs, de l'oranger, du jaune, du blanc, du violet. Donc, naturellement, il est comme ça. Naturellement, il est comme ça. Mais par contre, il y a des pollens qui sont d'une seule couleur, unie. Et pour quelle raison? C'est parce que là, c'est un pollen multifloral. D'accord. Et il faut prendre des précautions avant de prendre du pollen, parce que peut-être il y a des personnes qui sont quand même allergiques à ce genre de produits. Je veux dire, les asthmatiques. Non, en mangeant du pollen, la sensibilité, elle n'est pas trop forte. Mais la sensibilité du pollen, c'est quand on l'aspire, quand on l'inhale. Donc avec la sensibilité. Mais sinon, en mangeant du pollen, il n'y a pas de sensibilité, sauf il y a quelques gens qui ont un petit peu de sensibilité, allergies spécifiques. On a de la gelée royale qui est une spécialité, qui est ma spécialité. La gelée royale, bien sûr, on enveloppe dans un papier aluminium parce que la lumière, lui, il faut un petit peu de déséquilibre. Donc la gelée royale, c'est, disons, c'est l'extrait, c'est je sais pas, c'est la forme la plus comment dire, C'est aussi ce qu'on donne en nourriture aux reines d'abeilles. C'est ce que mangent les petits, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, les larves. Les larves, oui. Regarde, il y a dans une colonie ce qu'on appelle des nourrices. Oui. Les nourrices. Les abeilles nourricières. Nourricières. Il y a ce qu'on a, enfin, il y a plusieurs, nourricières, sérifières, nettoyantes. La nourricière, à l'âge de moins de 6 jours, à l'intérieur de la ruche, c'est elle qui fabrique et sécrète la gelée royale. Elle la sécrète pour qui? Pour les petites larves qui ont moins de 3 jours. Sinon, elle la sécrète pour la reine pour toute sa vie. Dans tout ça. Une reine qui vit 2 ans, et plus de 2 ans, jusqu'à 12 ans parfois, alors qu'une abeille ordinaire qui ne mange pas de gelée royale ne vit que 45 jours. Et ce qui fait une différence énorme. C'est ce qui explique peut-être, parce que c'est la plus chère généralement, la gelée royale. C'est la plus chère, possible que c'est la plus chère, oui. Ah oui, il y a quoi d'autre qui est plus cher? Il y a d'autres qui sont le propolis, La propolis, je ne sais pas ce que j'en ai.
Qu'est-ce qui est à côté, la petite boîte? Je n'en ai pas de la propolis, mais voilà. La propolis, c'est une forme de gomme. C'est une gomme. La noire et la blanche. Je parle de la noire. D'accord. Oui, je parle de la noire. La blanche, c'est un petit morceau de cire d'abeille. C'est un petit morceau de cire d'abeille. Mais pourquoi que je l'ai ramené? Parce que j'ai ramené un autre bout de cire, mais je ne l'ai pas sur le plateau. C'est parce que ce morceau de cire d'abeille, le diamètre des hexagons, il fait 5 mm et demi, ce qui fait, il est spécialement pour les mâles. D'accord. La reine pond des œufs à l'intérieur pour donner un mâle, un être vivant qui est mâle. Mais pour les cellules qui ont moins de 5 mm et demi, c'est pour les ouvrières, les femelles. Et ce qui fait... Là, la gomme arabique, j'allais dire la gomme arabique, la propolis, on l'appelle aussi en arabe l'akbar. L'akbar, c'est un produit que les abeilles ramènent du bourgeon d'arbre, des terminaux de bourgeon d'arbre, des terminaux. Et ce qu'on fait avec la propolis, c'est plus extraordinaire que ce qu'on fait avec la gelée royale. Hein. C'est l'embaumement des abeilles. Oui, exactement. Je n'ai pas ramené des échantillons, par exemple le sphinx, tête de mort. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils l'embaument complètement. D'accord. Très rapidement, c'est quoi les appareils? Les appareils, là, c'est un appareil que j'ai conçu. C'est des petits laboratoires à dos. Oui, c'est pour un laboratoire, ça c'est automatique. C'est un appareil que j'ai conçu, que j'ai mis en œuvre de toutes pièces. Hein? De toutes pièces, c'est des pièces moulées en résine et en mécanique, quelque chose comme ça. Là, c'est un inséminateur artificiel des reines d'abeilles. D'accord. Donc, j'ai pensé, j'ai dit, non, ça existe dans le monde, mais... Oui, mais ça, c'est vous qui l'avez fait. Moi, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Donc, alors, c'est un inséminateur. Là, on met une reine d'abeille dans cette petite pièce. On la met dans le sens inverse, c'est-à-dire le vagin en sortant, le vagin vers le haut. Okay. Et on injecte du CO2, à partir de la bouteille CO2, on injecte du CO2, bien sûr, quand il y aura liaison. Et on ouvre le vagin de la reine et on insémine, c'est-à-dire on injecte du sperme de mâle qu'on a récolté d'avant. On l'injecte pour avoir ce qu'on appelle une reine sélectionnée. Okay. Génétiquement sélectionnée, c'est-à-dire qu'on choisit déjà les caractères qu'on a voulu faire l'apiculture. Très bien, merci beaucoup. Je peux vous demander plutôt combien approximativement ça coûte tous ces produits? Alors, généralement, ça varie. En général, c'est un miel d'eucalyptus qui est fait entre 3 000 et 3 500 dinars, qu'il soit cristallisé ou non. Le pollen, il fait aussi la valeur à peu près une moyenne de 3 000 dinars, mais attention, il y a du pollen séché et il y a du pollen frigorifié. Et ce qui fait une petite différence, parce que le frigorifié, il garde toute sa fraîcheur, alors que le pollen séché, il perd à peu près les 60% de ses qualités curatives. Très bien. Merci Jamel Ali Cherif. Et la gelée royale? La gelée royale, je la fais au détail, je la fais aux environs 2500 dinars. D'accord. Alors qu'au gros, là, c'est tout un autre marché. Je peux me permettre mais la production rapide. Très rapidement. Est-ce que vous souffrez, en tant qu'apiculteur, des pesticides dans le domaine agricole? Parce qu'il paraît que l'abeille, elle est vraiment... Oui, bien sûr, il y a déjà le phénomène CCD, le collapse colonie désordre. Alors, ce phénomène, c'est dû aux pesticides déjà. Oui. C'est dû aux pesticides, c'est dû aux ondes radio, c'est dû aux ondes téléphoniques, de portable et de téléphone. Donc là, c'est tout un trouble pour l'abeille et un truc qui désoriente l'abeille. Autre point, pour améliorer la production, est-ce qu'il y a des apiculteurs ici qui font de la transhumance? Je me balade avec mes ruches, je m'arrange avec un agriculteur pour polliniser ses arbres. Oui, on se balade avec les ruches. Je suis le premier déjà qui a fait la transhumance à la Roate et qui a donné des cours aux gens de la Roate pour développer l'apiculture. Le premier jour que la Roate, il y avait, je peux dire 15 ans à peu près de ça. Il n'y avait aucune personne qui fait de l'apiculture à la Roate. Oui.
C'était متجل فالغواط الغنم تتمشى. Aujourd'hui, متجل فالغواط النحل يتمشى. Et ça, c'est inversé complètement. Merci beaucoup, Jamal Ali Cherif, pour toutes ces informations. Maintenant, on passe directement à ce reportage de Rahim Abdelaziz sur les stations rupestres du sud d'Al Bayad. Tout de suite. Ces gravures rupestres appartiennent donc à la période dite bubaline. Des visiteurs ont imprégné à ce bovidé de la craie. Le souci reste la perception de près de la forme de l'animal. خلق فيهم تخريب من طرف المخربين. هذا كان اللي يشوف، كان اللي حتى يقير الصوره كل واحده واش يقير لها. بطول الزمان قادرين ينقارضوا كاع حتى هو يتغيروا بصفه عامه، مش غير وحده ولا زوج. المسبب الاول في التخريب هما العباد، اشخاص هما اللي يخربوا فيها. وهنا ماهيش منطقه كما نقولوا ماهيش محافظين عليها، يعني مش حاطينها بعين الاعتبار باش يكونوا السواح بزاف والزياره نتاعها بزاف حتى الناس تعطيها اهميه. هو تبان له باللي حاجه عاديه كي يشوف ذاك الرسم، تبان له باللي ينقشها بحجره ولا بحاجه، تبان له عادي. بصح هو عندها اهميه زينه، راه الناس تزورها وراه الناس كان لهم يجوا عليها باش يشوفوها. وكان اللي كيما نقولوا تعطي مثال للبلاد، في كل منطقه كاين هذه الرسومات. وكاين اللي ما لحقناهاش لحد الان، ما شفناهاش كاع. كاين رسومات بالك ما اكثر من ذو وما اقل منهم وما شفناهمش. كاين اللي تردموا من الرمله، كاين اللي طاحوا الحجر هذاك طاح درقه الرسومات هذيك. طول عبر الزمان هذا كل تغيرت المناخ، غير الارض كل وحده وكيفاش صرا لها. Tout ce fabuleux patrimoine dont dispose cette région de Shkeg reste quelque part méconnu. Par négligence, celui-ci est soumis à la dégradation par l'homme et par l'érosion. Ainsi, de nombreuses stations rupestres de Daya al-Hamra sont menacées par l'homme. L'urgence demeure donc la protection à l'échelle locale de ces stations rupestres pendant qu'il est encore temps. Merci de rester avec nous en cette matinée. On reçoit maintenant Mehdi Aknoun. Bonjour Mélina, bonjour Monsieur Shkeg. Bonjour. Mehdi qui va nous parler de jardinage, de plantes, et tout de suite après 4 saisons. Alors Mehdi, c'était facile de venir, de se réveiller ce matin? Ben oui, c'est normal, je me suis habitué à me réveiller le matin. On peut pas travailler. Je pose la question parce que vous avez les yeux très très rouges. Là j'ai l'œil droit qui est rouge parce que là je suis un peu malade, je ne sais pas pourquoi, mais je suis malade. Mon Dieu. Non, pas grave. Mon Dieu. Malade quoi? Je suis passé par un test. Maître Woufnage? Non. D'accord. Alors Mehdi, vous êtes pépiniériste? Oui, je suis pépiniériste. J'ai fait des études en agronomie ornementale, tout ce qui est espace vert, jardinage, aménagement d'espace vert. Et là, je suis dans une pépinière pour une commercialisation des plantes. D'accord. Et là, vous avez remarqué les 4 derniers mois qu'il y a eu quand même un engouement assez important. Exactement, ça a amélioré plus de 50% par rapport à l'année précédente. Je peux même vous raconter une anecdote. Il y a quelqu'un qui travaille avec nous, le corona.
Ah oui. On a bien travaillé cette Ouais. année. Les gens se sont retrouvés à la maison. Ils n'ont pas trouvé quoi faire. Ils ont choisi d'aller vers le côté vert, vers le côté espace vert. Ceux qui avaient des jardins déjà, ils l'ont réaménagé. Ceux qui n'avaient pas d'espace vert, ils ont créé des espaces verts. C'est-à-dire les balcons, les petites terrasses. Ben oui, pour ceux qui ont des jardins là, Oui, ils ont c'est réaménagé plus leur simple. jardin. Oui. Ceux qui n'ont pas de jardin, les balcons, les plantes de balcon, les pots, les trucs, les macramés qui tombent, les plantes tombantes sur des balcons, ça, on a vraiment, c'était remarquable la façon dont les espaces verts ont amélioré dans cette période de confinement. C'était D'accord. vraiment un truc important. Alors, qu'est-ce qu'ils achètent les gens, généralement? Ben, tout dépend de l'utilisation. Après le budget, etc., évidemment, Exactement, ça rentre en compte. Oui, exactement. Mais le choix des plantes, il est basé sur des trucs bien précis. C'est l'utilisation des plantes. On ne peut pas acheter n'importe quoi. On ne peut pas aller dans une pépinière pour acheter des plantes et on ne sait pas pourquoi. Oui. Il y a des plantes Là, ça d'intérieur. devient compulsif. Exactement. Il y a des plantes d'intérieur, il y a des plantes de haies, il y a des plantes de bordure, il y a des plantes pour massifs. Donc, tout dépend de l'utilisation des plantes. Généralement, dans cette période-là, on a beaucoup vu les gens qui achetaient des plantes de saison pour faire une certaine... Parce que les plantes de saison, par exemple... À fleurs. À fleurs, exactement. Les plantes de saison, c'est à fleurs. Parce que les plantes, ça, c'est les petites plantes. Parce qu'on a les petites plantes, on a les arbustes et on a les arbres. Quand on parle des plantes, on a les plantes saisonnières, on a les plantes annuelles et on a les plantes vivaces. Là, on a choisi les 3 sortes de plantes. Une plante annuelle, c'est le pétunia. On a choisi une plante saisonnière, c'est le basilic. D'ailleurs, on le voit, il est pâle. C'est la période où il devient pâle. Il commence à sécher. Oui, il commence à sécher. Et là, on a le géranium qui est vivace. Donc, les gens qui viennent à la pépinière, soit ils cherchent pour un aménagement. Il y a même des gens qui ne savent pas comment exploiter leur jardin. On leur donne carrément les clés de leur jardin pour l'aménager. C'est nous qui proposons, c'est à nous de faire tout ça. Il y a ceux qui connaissent déjà, ils viennent directement pour chercher. Ils savent ce qu'ils veulent déjà. Exactement. Voilà. Donc on ne peut pas savoir ce qu'ils veulent exactement. Ce qui est sûr, c'est que cette période de confinement, l'espace vert a vraiment amélioré dans cette période-là des 4 mois. D'accord. Maintenant, quand on l'ensoleillement. Exactement. Par exemple, on ne peut pas avoir un hortensia et le mettre sous le soleil. Ça ne colle pas, ça devient pâle, ça brûle. On choisit les plantes par ou ambre. On choisit généralement les plantes comme le qui résistent au soleil. Exactement, les arbres, généralement les arbres, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Même quand c'est venteux. Oui, il y a des brises-vents déjà. Il y a des arbres pour les mettre pour des brises-vents. C'est quand vous avez l'espace commun. Exactement. Mais il y a des gens qui ont des balcons qui sont comme assez larges. Assez larges, on a déjà fait. Je ne parle pas des grands balcons, mais même dans certains appartements du style LPP ou ADL, il y a des balcons quand même qui sont très intéressants, qui peuvent être aménagés. Il y a même des terrasses qu'on a déjà fait. Il y a des jardinières à longueur d'1 mètre. On peut planter des arbres, même des arbres, des jardinières de 1 mètre de largeur plus 1 mètre de longueur. On peut, pour y mettre des plantes aromatiques, ce genre de choses ou non? On commence déjà par le brise-vent pour ne pas tuer les plantes. Parce qu'il y a des plantes qui ne résistent pas au vent. Il y a trop de vent. Généralement, les terrasses, généralement les endroits élevés, il y a trop de vent. Donc, on brise le vent. Après, c'est là qu'on commence l'aménagement pour des plantes potagers, pour des plantes qui fleurissent pendant l'été, pour des plantes qui fleurissent pendant toute l'année, comme les rosiers. Et ce qui est important dans les espaces verts, et les gens l'ignorent, c'est le ciseau, c'est le sécateur. C'est très important de sécateur. D'en avoir. Exactement. Alors pourquoi vraiment... Par exemple, cette plante-là, c'est une plante vivace qui tient toute l'année. Mais au mois de février, plutôt au mois de décembre, ça devient pâle parce que c'est la saison hivernale. Il n'y a pas une plante qui résiste à l'hiver. C'est impossible. Ça n'existe pas. Toutes les plantes en mois de décembre. Les trisses ou alors. Exactement. C'est un mois où la saison hivernale, où on commence, si on veut bouturer ou marcoter. C'est la multiplication des. Exactement. C'est la saison. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer la plante? Par exemple, le géranium. On va prendre un exemple du géranium. Là, le géranium, là, avant de parler de ça, je vais vous dire un truc, ce qui s'est passé pour le confinement. La production des espaces verts, on sait tous que la wilaya de Blida,
c'est la grande pépinière de l'Algérie. Oui. On le sait tous, c'est la ville de Rose d'ailleurs. Ils ont commencé cette année le travail, ils ont commencé la production. Mais le problème, c'est que c'était la première wilaya qui a été confinée, qui a été fermée. Oui. Donc il n'y avait pas de transport. Oui. Ils n'ont pas vendu leurs marchandises. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient peur, ils n'ont pas travaillé. Oui. Ils se sont arrêtés à travailler, ils se sont arrêtés à produire. Et là, une fois on ouvre Blida, il n'y a plus de marché, il y a plus de plantes à Blida. Maintenant, il n'y a plus de plantes. On cherche, si on part à la pépinière, n'importe quelle pépinière, c'est vraiment rare de trouver des plantes fleuries parce qu'ils ont travaillé, ils ont arrêté. Reproduire, c'est pour une sorte de pépinière, c'est production et commercialisation. Les pépinières de production, c'est l'été qui s'arrête. Oui. Donc c'était un problème, il y a un petit problème de production cette année. Mais pour le sécateur, on parlait du sécateur, là, au mois d'hiver, mois de décembre, on doit couper la plante. Pourquoi la couper? Pour qu'elle redémarre l'année prochaine en force. Même lorsqu'on a l'impression qu'elle est sèche, je veux dire, je sais pas, et parfois elle est nouvelle, c'est ça le problème. Normalement, le géranium, à cette période-là, il est grand, il est bien pourri. Et quand il n'est pas... Parce que là, il a été planté cette période. Ah, d'accord. Il n'y a même pas 2 mois qui a été planté normalement. C'est ça le problème, c'est le décalage qui a été. D'accord. C'est le décalage de cette année. Ce qui fait que la plante, on a l'impression que la plante, elle est petite, parce qu'elle n'arrive pas à pousser comme on est. Elle commence en force. Après l'été, elle commence à diminuer. La force de la plante, elle diminue en été et elle s'arrête en hiver, automne-hiver. D'accord. Donc, rapidement, un conseil justement, qu'est-ce qu'il doit faire? Justement, pour cette période-là, il fait très... J'aimerais bien parler de trucs d'aération des plantes parce qu'on arrose. On prend soin de la plante, on arrose. Pas ça. Arroser la plante, c'est un truc, c'est une obligation, ce n'est pas un soin. Oui. Le soin, plus exactement, c'est prendre une fourchette par exemple et faire bouleverser la terre. Parce que la plante, elle a besoin d'un oxygène. Oui. L'oxygène. Et ça, on le fait tous les combien de temps? L'aération, on peut le faire tous les jours. On peut ne pas le faire tous les jours quand même. Ah. Mais si on au moins une fois par semaine. Voilà, exactement. Une fois par semaine, ça sera génial de donner un peu d'air à la... Très bien. Et chose qui est importante aussi. Très rapidement. On a vu vraiment l'importance des espaces verts cette fois pour les jeunes dans des pages Facebook. C'était magnifique. Oui. C'est magnifique. Merci beaucoup Mahdi. On vous retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Et on voit ensemble ce reportage de Khalifi Sabrina, le palais de Khdaoudj El-Amia. A tout de suite. De la princesse Khadija, Dar el-Bekri ou encore palais de Khdaoudj El-Amia sont autant de noms donnés à ce monument historique niché dans une venelle de la basse Kasbah, qui est un incontournable lieu de souvenirs et de méditation qui s'ajoute aux nombreux sites que compte le patrimoine culturel matériel de l'Algérie. Édifié en 1570 sur le site appelé Souk el-Jama'a, dans la basse Kasbah, sur les ruines de la Zaouia et du mausolée de Sidi Ahmed Ben Ali, par un officier de la marine ottomane, Raïs Yahya. La maison n'avait pas l'allure d'un palais, mais simplement d'une grande demeure. Elle avait été acquise par Khaznaji Hassan Pacha en 1789, trésorier du roi ottoman sous l'ère du Dey Mohammed Ben Othman, qui a introduit des modifications et des extensions, lui conférant l'aspect d'un palais qu'il a offert à sa fille Khadija El-Amia. La légende de la princesse Khadija, une belle histoire à la fois triste et émouvante. Selon la légende, Khadija a été une jeune princesse que la nature avait largement gâtée. Elle était la fille adorée de Hassan Khaznaji. On raconte qu'à force de s'admirer des heures durant dans son miroir, elle en devint aveugle. Pour lui garantir une vie décente, suite à cet handicap, son père lui acheta ce magnifique
Merci Khalifi Sabrina et tous nos collègues de Canal Algérie pour ces magnifiques reportages que vous avez partagés avec nous. Tout de suite, on passe à notre prochaine rubrique, santé et nutrition. À tout de suite. Et on reçoit pour cette rubrique Dr Amina Bourada, Amina Lagoun Bourada, pour que je n'oublie pas, nutritionniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis médecin nutritionniste installée à Antalya. Allah Ibarak. Voilà. Marhaba bik. Oui, je suis là pour parler de comment augmenter notre immunité, surtout avec cette pandémie du corona, à travers la nutrition, à travers ce qu'on mange. Oui. Alors, Assia nous a ramené plusieurs produits. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu justement de tous ces produits que l'on peut consommer, comment on doit les consommer justement pour, disons, rentabiliser leurs bienfaits. Voilà. Bon, premièrement, pour avoir une bonne immunité, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie égale une activité sportive régulière, un bon sommeil, une vie moins stressante. C'est un peu difficile maintenant. Oui, c'est difficile. Un bon sommeil et une vie moins stressante, voilà, un peu difficile. Voilà, une vie moins stressante et surtout une alimentation saine. Oui. Et comme on est en été, heureusement, on a plein de légumes qui sont tous des antioxydants qui boostent notre alimentation et qui boostent plutôt notre immunité. Oui. Et qui nous aident à faire face à cette pandémie qui est courante ces jours-ci. À tout ce qui est viral peut-être. Voilà, oui. D'accord. Ça permet c'est-à-dire quand on a une bonne immunité, on répond fortement, c'est-à-dire à un virus ou une bactérie. Par contre, si on n'a pas d'immunité, on ne peut pas faire face aux maladies. Oui. Voilà. Alors, par exemple, parlez-nous maintenant d'abord des légumes. Là, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a des tomates, il y a des poivrons verts, il y a de la carotte. L'essentiel, il y a du chou-fleur. Pour avoir une bonne immunité, il faut consommer des légumes riches en vitamine C. D'accord. Et on en a plein. Surtout, par exemple, les poivrons rouges. Le chou-fleur. D'accord. Voilà. Mais de préférence les manger crus ou alors les cuire? Non, les manger crus surtout. Même le chou-fleur? Ouais. Non, le chou-fleur, oui. Ah oui. Ou cuit légèrement. D'accord. Voilà. Plutôt en salade? Donc. En salade surtout, oui. Avec de l'ail, bien sûr. Ou alors, même si on les cuit, combien de... Quelques minutes. C'est-à-dire on dit une cuisson al dente. Al dente, c'est un terme italien. Oui. Ça veut dire sous la... Croquant. Voilà, ferme. Il est ferme, sous la dent, il est ferme. Ça, on n'a pas l'habitude de manger comme ça. Hein. Voilà. Oui, il faut que ça parce que pour garder les nutriments, il ne faut pas trop cuire les aliments. Et moi, je préfère la cuisson à la vapeur douce. D'accord, c'est-à-dire à la vapeur douce. C'est-à-dire à une petite température. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et l'aliment reste un petit peu ferme, pas trop cuit. Voilà. Oui. Ok. Oui. Et les aubergines? Les aubergines aussi. Ça contient de la vitamine C? Oui, elles sont très riches en eau. C'est-à-dire en eau. C'est-à-dire ils sont diurétiques. Ils sont très bien pour les diabétiques. Aussi pour les gens qui veulent perdre du poids. D'accord. Voilà. La citrouille aussi, elle est très riche en fibres, très riche aussi, elle est riche en vitamines et minéraux. Mais généralement, la citrouille, on la donne pour quelqu'un qui a des problèmes, qui est trop maigre. On leur donne la citrouille, justement pour grossir. Oui, peut-être que c'est la façon de cuire parce qu'on les cuit avec beaucoup de gras, non? Ou alors la citrouille en elle-même, il n'y a pas de problème, elle ne fait pas grossir. Non, elle ne fait pas grossir, au contraire. C'est le mode de cuisson. Il faut avoir un bon mode de cuisson, un mode de cuisson correct. Comme ça, on pourra bénéficier de toutes les vitamines et les minéraux et les oligo-éléments parce que ces légumes-là sont très riches et on peut, avec les moyens de bord, on peut avoir une très bonne immunité. Très bien. Il y a aussi le céleri. Oui, le céleri, oui.
Il a un pouvoir diurétique, il est très bon, il prévient les maladies cardiovasculaires. Pour les diabétiques, il est idéal. Aussi pour les gens qui veulent maigrir. Il est très riche. On peut le prendre en jus. Vous aimez le céleri, Kamel? Vous le prenez en jus? Jamais. Il faudra demander à Kamel Chket, à Sharif Driss, parce que lui, il en prend beaucoup en jus. Oui. Il en prend énormément avec du citron. Oui, oui, c'est très, très, très bénéfique pour le corps. Oui. Oui. Et ça permet, c'est des aliments riches en antioxydants. Ça veut dire que ça va purifier votre corps. Et comme ça, vous aurez toujours une immunité costaud, comme on dit. D'accord. Voilà. Après, il y a les fruits aussi. Il faut savoir très aussi, rapidement. Oui, d'accord. Les fruits, on a la banane, elle est très riche. On peut la donner aux enfants, aux petits-enfants, aux sportifs. Elle est riche en potassium. Les figues, il n'y en a plus encore. C'est encore la saison, les figues? Si, il y en a. Ah oui? Justement, les figues sont riches aussi. Très riches. Le raisin? Oui. Et le raisin, on peut le donner aux sportifs, aux enfants. Il est très riche. Il permet de booster l'immunité. Par contre, on le donne en quantité limitée aux diabétiques parce qu'il est trop sucré. Est-ce qu'il y a des moments où il faut manger légumes, fruits et d'autres moments non? Oui, bien sûr. Par exemple, le fruit, moi je le préconise le matin au petit-déj. D'accord. Oui, de préférence à jeun, il est très bénéfique. On prend toujours un fruit au petit déjeuner et on peut le prendre aussi après le déjeuner, mais au plus tard à 17h, mais le soir, je ne conseille pas les fruits. Je ne vous conseille pas, voilà, les fruits. Plutôt des légumes. Plutôt des légumes. Le soir, c'est des potages de légumes, des légumes à la vapeur, avec de l'ail, surtout l'ail et les oignons. C'est des prébiotiques qui boostent notre organisme. Okay. Voilà. Et aussi, on utilise l'huile d'olive. Elle est très bénéfique. Toujours on met un filet d'huile d'olive à la fin de la cuisson, pas au début. Voilà. On utilise aussi des arômes comme le thym. Voilà. C'est tout. On peut, c'est-à-dire, on peut vivre à l'aise avec la consommation de légumes et de fruits. C'est tout. Une bonne alimentation. Et beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau, bien sûr. Très bien. 1,5 litre à 2 litres par jour. C'est selon l'âge et le poids, non? Ça dépend, non. En général, 1,5 litre, 2 litres, c'est suffisant. Il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, elle est primordiale dans toutes les... On va essayer de prendre en compte vos conseils. Voilà. Et éviter les sucreries et trop de gras. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Dr Borada. Merci, Kamel Chket. Je vous en prie. On se retrouve samedi prochain et puis tous les jours pour Anwar Sabah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muslims unite to worship Allah. It's a time of brotherhood.